Bah, alors du coup, le point avec lequel je suis le plus en désaccord, c'est la façon. Allez, ne fais pas une tête comme ça à chaque fois, c'est très perturbant. Surtout que maintenant que tu es à côté, Tu le vois, tu es témoin non de mais ça. je sens la répulsion. Attends, pause. C'est quoi le Cryo Média? On est une équipe qui vous propose du contenu vidéo respectant 3 piliers: le débat, l'ouverture d'esprit et la pluralité des opinions. Notre but, faire réfléchir et permettre la libre circulation des idées. Bonne vidéo. Comment avez-vous vécu le débat? Bah très bien, j'ai trouvé ça déjà très libre. Je pense qu'on a parlé de pas mal de sujets. On est même un peu sorti des fois des sujets de base, mais c'était intéressant. Le format que vous proposez, je trouve, est assez cool parce qu'il permet de sortir un peu du côté classique des plateaux de télé où on a 1 minute 30 pour développer un argument un peu que chacun a pris ses fiches, etc. Là, on était plus sur quelque chose de l'ordre de la conviction personnelle et je trouve ça beaucoup plus agréable que ce qu'on peut vivre habituellement. Le cadre était agréable, l'ambiance était sympa avant et même après, sinon on ne serait pas resté. Et je pense en effet que même la façon de poser certaines questions et l'interaction qu'on a pu avoir était beaucoup plus libre, donc beaucoup plus constructive, même si on est sorti du sujet. Je trouve que c'est toujours intéressant justement quand on laisse déborder que, à mon sens, les débats sont le plus intéressants, donc c'est salutaire. Quel est le point avec lequel vous êtes le plus en désaccord avec votre némésis? Bah, alors du coup, le point avec lequel je suis le plus en désaccord, c'est la façon. Allez, ne fais pas une tête comme ça à chaque fois, c'est très perturbant. Surtout que maintenant que tu es à côté, Tu le vois, tu es témoin non de mais ça. je sens la répulsion. Bon, le mot est peut-être un peu fort, mais la façon de présenter les choses, non pas tant sur le fond, mais plutôt la façon de présenter les choses et le fait de commencer par le négatif d'abord, je trouve que c'est là où j'ai un désaccord. Mais c'est pas tant un désaccord de fond, c'est plutôt un désaccord de philosophie, je pense, de façon de voir les choses. Moi, je pense que c'est un désaccord de fond. Je pense qu'il y a une négation sur le coup de voir certaines choses, qui fait que, ce qui explique d'ailleurs que dans ce pays, on ne va jamais au fond des choses. C'est-à-dire que derrière la forme, il y a le fond, et le fond, on dit oui, je suis un peu d'accord, je suis un peu pas d'accord. Bon, au final, le fond, on ne le dit pas parce qu'on a une certaine pensée, on aime la mondialisation, ou on soutient une majorité présidentielle, donc la liberté est toujours un peu limitée. Mais je pense qu'en effet, que sur le coup, c'est notre plus gros désaccord. Le fameux déclin français, je persiste et je re-signe, même si c'est négatif. À l'inverse, sur quoi vous vous rejoignez? Et bah du coup, mais je vais un peu te contredire, mais c'est qu'en fait, j'ai trouvé intéressant comment dire, le tunnel que tu as toi-même appelé tunnel sur ce fameux déclin français, où je pense qu'il y a pas mal de choses que tu as pu dire qui étaient vraies. Je ne les partage pas toutes, mais je trouve aussi utile, ce que tu viens de dire à l'instant, de rentrer dans le vif du sujet et se dire, on n'est pas simplement sur ce qui va se passer, mais on parle aussi des problèmes, de ce qui ne marche pas. C'est intéressant. C'est juste la façon de voir les choses, en fait, sur laquelle je suis en désaccord, la façon de les présenter, pas le fait d'en parler. Le fait d'en parler, effectivement, de rentrer dans le vif du sujet et de dire, bah, il y a des choses qui dysfonctionnent, on en parle, c'est un truc que, profondément, en fait, dans le macronisme, et au-delà de même du fait que je sois affilié à la majorité présidentielle, déjà, je n'ai pas la sensation d'avoir montré que j'étais quelqu'un de forcément pas libre de ma parole, mais au-delà de ça, ce qu'on a fait au départ avec Emmanuel Macron, c'était quand même, tout le monde s'en souvient peut-être pas, mais on a fait un truc qui s'appelait la Grande Marche, où en fait, on allait demander aux gens qu'est-ce que vous pensez? On n'est pas allé leur dire Emmanuel Macron est génial. En 2016, on a fait un truc porte-à-porte géant avec 50 000 personnes interrogées en leur disant en fait, c'est quoi les trucs qui marchent en France, c'est quoi les trucs qui ne marchent pas. Et donc, ce constat que tu poses là dans le débat public, je trouve très intéressant et je pense que c'est quelque chose qu'on n'entend pas assez et peut-être que nous-mêmes, on a un peu trop oublié. Moi, notre grand point d'accord, on va dire, c'est l'époque est tellement détestable que je pense que notre plus grand point d'accord, c'est justement l'envie de débattre. Je pense qu'on a tous les deux cette idée qu'il y a plein de gens avec lesquels on n'est pas d'accord, mais le plus passionnant, c'est après d'avoir convaincu ou d'essayer de convaincre, le plus passionnant, et c'est un peu trop rare dans l'époque, c'est justement d'avoir la possibilité d'échanger frontalement, directement, ensemble, pour justement voir les solutions, les constats qu'on peut partager ou non. Et ça, je pense que c'est essentiel. Quel est votre avis sur le débat médiatique en France? Moi, je peux refaire un tunnel à tout moment. Bah, en un mot, je le trouve pauvre, en fait. Pauvre et un peu triste, à la fois parce que il y a certains sujets qui sont toujours mis en avant. Alors, on nous dit que c'est ceux qui intéressent les Français, c'est sans doute vrai, mais la réalité, c'est que quand on reste dans le commentaire du fait divers, on ne va pas en profondeur, et donc je trouve ça un peu triste. Et puis, on en parlait, et c'est aussi le sens du débat que vous avez organisé, c'est que souvent on fait parler des gens qui en fait ne représentent pas forcément les gens qu'ils prétendent représenter. Quand, et Maxime le dirait mieux que moi, mais quand il y a des vieux de plus de 60 ans qui parlent de jeunesse, on se dit toujours qu'il y a quand même un léger décalage, bien que ça soit intéressant de pouvoir parler d'autres sujets que les nôtres. Mais donc, je trouve que la pauvreté, c'est ce qui caractérise le plus le débat public aujourd'hui en France. Moi, je ne sais pas si c'est une question de pauvreté, je dirais plus que c'est une question
de nullité. Je pense que les gens qui sont là où ils sont ont oublié que la fonction première du journaliste, c'était de travailler tellement en amont que lorsqu'on arrive devant les téléspectateurs, les auditeurs ou les lecteurs, de rendre la chose limpide en quelque sorte, de rendre des choses qui sont très compliquées, très complexes et qui demandent du temps parce qu'on lit la presse, parce qu'on lit les livres, parce qu'on étudie des rapports, etc., de les rendre assez accessibles pour que les gens aient le pouvoir ensuite de voter en âme et conscience. Et aujourd'hui, on a quand même l'impression que ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas, je trouve qu'il y a une pauvreté intellectuelle. En fait, on a oublié ce devoir de transmission du journaliste, je pense, c'est-à-dire l'idée que quand on est très haut, c'est justement parce qu'on est très haut qu'on doit encore travailler, parce qu'on touche beaucoup plus de monde et qu'on doit transmettre par les interviews qu'on mène, par les arguments qu'on vient apporter. Les gens derrière doivent se dire « tiens, on a appris ça » ou « tiens, on a retenu ça » ou mieux encore « tiens, j'ai envie de m'intéresser à la personnalité qui présente ». Ça, je pense qu'on l'a totalement oublié, il y a un petit côté tragique. Et la deuxième chose, je pense que c'est l'espèce de twitterisation de l'espace public. C'est-à-dire qu'on est persuadé que les choses qui se passent sur Twitter ou les choses qui sont mises en avant sur Twitter sont le reflet des préoccupations de la vraie vie. Et ça, je pense que c'est en train un peu de gangréner tout et n'importe quoi. Et je pense qu'on va le voir arriver dans des proportions qu'on n'imagine pas pendant la présidentielle. Quel sujet ou invité vous aimeriez voir dans ce type de débat plus en profondeur et probablement moins clivant que sur d'autres antennes ? Ça fait caricatural si je vous réponds que ce serait sympa que vous ayez le président de la République. Non, mais en vrai, il a fait des formats, et d'ailleurs on n'en a pas parlé, parce que ça aurait pu être intéressant aussi de parler de la façon dont les politiques communiquent avec la jeunesse, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est aussi que vous invitiez des gens qui sont des responsables et des décideurs politiques, pas uniquement des parlementaires, parce que aujourd'hui ceux qui prennent les décisions avant tout, c'est évidemment le gouvernement et le président de la République, et cette capacité de confronter avec ces invités-là, avec des gens qui ont des situations, qui vivent des situations réelles, c'est quelque chose d'important. On a pas mal critiqué des fois les choix qui avaient été faits, mais le président, quand il va sur Brut, il fait ce choix-là d'aller s'adresser à des publics qui ne sont pas forcément touchés par les médias traditionnels. Et donc je pense qu'en faisant un nouveau média, en tout cas de la façon dont vous développez le crayon, je pense que ce serait assez exceptionnel en même temps et très utile à la fois pour vous mais aussi pour le président de la République que de pouvoir venir ici. Donc je vais rester dans ma proposition un peu caricaturale d'essayer de faire venir le président de la République. Ça fait très plaisir. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir des gens qu'on écoute à mon sens pas assez, c'est-à-dire les penseurs et les écrivains. C'est une phrase de Barbara Stiegler dans son dernier essai chez Tract qui dit « Cette époque a remplacé la langue subtile et fragile des poètes par celle des experts ». Je pense que c'est très vrai, c'est-à-dire qu'on a oublié la faculté des artistes, mais notamment des écrivains, parfois même des chanteurs, ça existe, des chanteurs avec du talent et une pensée derrière, c'est pas interdit, ou même des acteurs, par la façon dont ils voient le monde, par la façon dont ils pensent les choses, par la façon dont ils les ressentent aussi artistiquement, la façon dont ils ont de transporter des gens, de faire passer des idées, de les faire évader, et donc par conséquent de les faire penser à autre chose. Ça, je pense qu'on a totalement oublié cette faculté-là, et je vous verrai bien recevoir des gens comme Sylvain Tesson, François Sureau, des gens qui lisent, qui informent et qui ont en plus ce don de transmission dont je vais parler tout à l'heure, mais qui même en fait pour des gens qui ne connaissent pas, arrive à tirer un fil qui généralement qui captive tout le monde. Qu'est-ce que vous évoque la phrase « trace tes contours » ? C'est le slogan du média. Alors, déjà, faut savoir que quand on vient dans une émission, généralement, on check un petit peu avant. Et donc, forcément, là, c'est le truc dont tout le monde nous a parlé en amont. En tout cas, moi, on m'a dit « trace tes contours », il y a « trace tes contours ». Donc, je dis… Et en même temps, je me suis dit « je ne vais pas trop préparer ». Je trouve que « trace tes contours » dans un média, mais aussi en politique, ça signifie d'être capable de dire là où on veut aller, en fait. « Trace tes contours », c'est à la fois qui tu es et pourquoi est-ce que tu fais ça. Et donc, moi, je suis jeune et engagé parce que je suis persuadé que la politique peut permettre de changer les choses. Et j'en ai eu quelques exemples. On a porté des mesures avec le mouvement des jeunes avec Macron, comme les repas à 1 € ouverts à tous les étudiants. C'est un truc que nous, on a porté, qu'on a demandé spécifiquement et qu'on a obtenu et que je pense qui est absolument essentiel, même si ça ne répond pas à tout. Donc la politique, ça permet de changer les choses. Tracer ses contours, c'est savoir ce qu'on veut faire, la façon dans quel cadre on veut le faire et aussi où on veut aller. Et où on veut aller, on en a parlé tout à l'heure, c'est la vision de la société qu'on peut développer. Je pense que c'est absolument essentiel d'être capable de définir qui on est et ce qu'on veut. Non, ma définition, ce serait, je pense, pour chaque personne, c'est sa capacité à s'autodéterminer, c'est-à-dire sa capacité à être ce qu'on veut. Je pense que c'est le plus important. On a trop tendance, même encore aujourd'hui quand on est jeune, à écouter ses parents parce qu'on est persuadé qu'ils ont raison, la société, c'est-à-dire qu'il faut faire des études. Je pense que si on est jeune et qu'on continue à être dans ces carcans-là, je pense que tracer ses contours, c'est aussi sortir des carcans, bosser dans le domaine où on veut, prendre les décisions qu'on veut, s'engager là où on veut, de la façon qu'on le souhaite. Si on a un projet, le faire. Si on a envie d'écrire un livre, l'écrire. Si on a envie de dessiner, le faire. Si on a envie de monter une série,
série, le faire également. C'est-à-dire cette capacité de prendre littéralement son courage à deux mains et de se jeter à fond dans les idées dans lesquelles on croit, avec les personnes dans lesquelles on a envie de partager sa vie. Et ça touche aussi bien le personnel que le professionnel. Je pense qu'on a beaucoup de gens sont aujourd'hui beaucoup trop freinés par des a priori, par un entourage, par des idées préconçues. Je pense que la meilleure façon de tracer ses contours aujourd'hui, c'est de bosser et surtout d'être libre. C'est la phrase de Chateaubriand. Je ne suis certainement pas à la mode, mais je pense que sans la liberté, il n'y a rien dans le monde. Et je pense que chacun devrait le penser et ne pas oublier qu'on n'a qu'une vie. Et une fois que ça, on l'a réalisé, il faut beaucoup sortir, il faut beaucoup rencontrer, il faut beaucoup travailler, il faut beaucoup se faire plaisir, il faut beaucoup rencontrer de gens, il faut beaucoup aimer. Ça fait très phrase de Miss France, mais je pense que beaucoup de gens, sincèrement, l'ont oublié parce qu'il y a des études, parce qu'il y a des parents, parce qu'il y a des amis. Je pense que la meilleure façon de s'en sortir, c'est de ne jamais avoir de regrets, donc de foncer, même quand on sait qu'on va dans un mur, à fond pour ne jamais avoir à le regretter. Merci beaucoup, Maxime. Oh, c'était beau! Merci à vous.